y a tout juste un siècle, une formule composée de 4 symboles voyait le jour. Sa géniale simplicité nous a permis de comprendre comment le monde est né et comment il fonctionne. Elle nous a permis d'accéder aux secrets les plus intimes de la matière, mais aussi aux régions les plus éloignées de notre univers. Son auteur était un tout jeune homme, Albert Einstein. Grâce à une extraordinaire intuition, il est parvenu à dépasser tous ceux qui l'avaient précédé. Ce film raconte l'histoire de ce génie de la physique, mais aussi celle de savants qui, au cours des siècles passés, ont contribué à l'édification de sa théorie. C'est aussi une histoire d'amour, heureuse ou contrariée, d'ambition et de trahison. Il s'agit d'une des équations les plus importantes de toute l'histoire, et certainement la plus célèbre. E égale mc2. En voiture! Mais si nous avons tous entendu parler de la fameuse équation d'Einstein, nous sommes en fait très peu à en comprendre la signification. En réalité, l'équation E égale mc2 est tellement remarquable qu'Einstein lui-même n'était pas entièrement sûr de sa pertinence. Albert chéri, je t'attendais beaucoup plus tôt. Nous n'avons que des saucisses et du fromage ce soir. Que se passe-t-il? Il faut que je te parle. Tu as eu des soucis? Oh, non, rien, désolé, non. Je viens de passer une bonne partie de la journée à regarder passer les trains de la fenêtre du bureau. Du coup, j'ai réfléchi à un objet et à la quantité d'énergie qu'il pouvait avoir. Je peux en parler avec toi? Oui, bien sûr. Mais d'abord, à table, on dîne et on discute. Est-ce que les dieux se moquent de moi? Mais les dieux ne se moquaient pas d'Einstein. Guidé par une géniale inspiration, il va faire aboutir tout le travail de ceux qui l'ont précédé. Des scientifiques qui se sont battus et ont même donné leur vie pour révéler chaque élément de l'équation. L'histoire de E égale mc2 commence longtemps avant Einstein, avec la découverte de E pour énergie. Au début du 19e siècle, les physiciens ne pensent pas encore en termes d'énergie. Ce sera parfait. Bonsoir. Ils pensent en termes de puissances individuelles. Des forces déconnectées, sans rapport les unes avec les autres. La puissance du vent, la force d'une porte qui se ferme, le craquement d'un éclair. L'existence d'une énergie globale et unificatrice derrière toutes ces forces reste à révéler. Et c'est la détermination d'un homme modeste à comprendre les mystères de la nature qui va commencer à changer tout cela. Young Michael Faraday hated his job. Le jeune Michael Faraday détestait son métier. Cet homme sans instruction, fils de forgeron, aurait dû être heureux d'avoir pu devenir apprenti relieur. Mais Faraday ne rêvait que d'une chose, de savoir. Il lisait tout ce qui lui passait entre les mains et avait développé une passion pour la science. Il consacrait tout son temps libre et son maigre salaire à s'instruire. Et il était sur le point de faire un voyage extraordinaire dans le monde invisible de l'énergie. Impressionné par Faraday, un des clients du jeune relieur lui offre un billet qui va changer sa vie. Excusez-moi, monsieur. Puis-je passer, s'il vous plaît? Puis-je passer?
Je fais partie de ceux qui cherchent à progresser, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Non, non, bien sûr. Passez, passez. En route vers une vie meilleure, comme dites-vous. Au début du 19e, la science était une occupation de gentleman, ce que Faraday n'était pas. Il avait une éducation rudimentaire. Il lisait beaucoup, il allait aux conférences publiques. Mais en 1812, il a reçu un billet pour aller écouter Sir Humphrey Davy, le plus éminent chimiste de l'époque. À l'époque, les scientifiques sont considérés comme des vedettes. Leurs conférences sont très courues, les places sont rares, et Davy raffole de la célébrité. Ils vous attendent. Oui, je sais. Il est adepte de la dernière mode, oxyde nitreux ou gaz hilarant. Davy affirme y trouver tous les bénéfices de l'alcool, sans la gueule de bois. L'électricité, mesdames et messieurs, est une bien curieuse force capable de défaire le mélange déroutant des substances qui nous entourent et de produire des éléments d'une pureté étonnante. Davy était un scientifique de premier ordre, mais beaucoup diront que sa plus grande découverte reste Michael Faraday. De métaux inconnus de tous, jusqu'à ce que j'ai réussi à isoler le potassium du mélange en fusion de cendres et de sodium, qui, comme je vous l'ai montré la dernière fois, se trouve être du sel ordinaire. Faraday n'est peut-être pas de noble extraction, mais il ne laissera pas la barrière de classe l'empêcher de poursuivre une carrière scientifique. Il passe des nuits entières à relier ses notes de conférence pour son nouveau héros. Seigneur, aidez-moi à ne penser qu'à mon prochain, à être au service de l'humanité. Aidez-moi à faire partie du grand cercle qui est votre œuvre et votre amour. Seigneur, je suis votre serviteur. Oui, excellent travail, Faraday. Dites-moi, que comptez-vous faire de votre vie? Mon souhait, monsieur, est d'échapper au commerce que je trouve vicieux et égoïste et de me mettre au service de la science, laquelle, j'imagine, ne peut former que des êtres aimables et ouverts. Aimables et ouverts, hein? Eh bien, quelques années d'expérience viendront modifier à coup sûr ce point de vue. Écoutez, je n'ai rien pour vous en ce moment. Si quelque chose se présente, je vous en aviserai. Malgré cet échec humiliant, Faraday est déterminé à échapper à sa condition. Et sa patience va être récompensée. Newman? Voici Monsieur Michael Faraday. Il m'assistera pendant ma convalescence. Ce jeune homme est bon chrétien, paraît-il. Peut-être qu'avec Dieu et Faraday en charge de tous ces produits chimiques, nous travaillerons en paix. Merci, professeur Davy. Bienvenue, Faraday. Oh, merci à vous, et merci, Sir Humphrey. Faites seulement ce qu'on vous demande et tout ira bien, Faraday. Devenu assistant de laboratoire, il absorbe avidement la moindre miette de savoir que Davy daigne lui transmettre. Mais avec le temps, l'élève va finir par surpasser le maître. Le grand sujet du moment est l'électricité. Une autre charge, Newman. La pile vient d'être inventée et toutes sortes d'expériences sont réalisées. Mais personne ne comprend vraiment ce qu'est cette étrange force que l'électricité. Les autorités académiques de l'époque imaginaient l'électricité comme un fluide circulant à travers un tube en s'y frayant un passage.
Mais en 1821, un chercheur danois montre que si l'on fait passer un courant électrique dans un câble avec une boussole à côté, le courant dévie l'aiguille à angle droit. C'est la première fois que les chercheurs voient l'électricité affecter un aimant. Le premier élément indiquant que deux forces qu'on estimait jusque-là totalement distinctes sont unies par un lien inexplicable. Faraday, venez voir ça. C'est vous le génie ici, peut-être comprendrez-vous. Stred a fait une découverte stupéfiante. Nous la reproduisons ici. À présent, je pose la boussole de l'autre côté. Alors ça, c'est remarquable. Mais si cette force électrique circule à travers le fil, pourquoi l'aiguille ne va-t-elle pas dans la même direction, parallèlement au fil? En effet. Essayons de tourner tout le dispositif. Allez-y, Newman. Donc, la force électrique va de ce côté-ci. La boussole, elle, pointe de ce côté-là. Comment l'une influe-t-elle sur l'autre? Peut-être l'électricité projette-t-elle quelque invisible force tout en se déplaçant? Quoi? Peut-être y a-t-il, disons, une force électrique, une force qui se dégage vers l'extérieur du fil? Oh, mon cher garçon, laissez-moi vous dire qu'à l'université de Cambridge, l'électricité circule à l'intérieur du fil, et non à côté de lui. C'est peut-être ce qu'on y enseigne, mais ça n'explique pas ce qui se passe sous nos yeux. Si vous voulez bien, continuons. Essayons de mettre la boussole sous le fil. Pourquoi la boussole est-elle déviée à angle droit? Et pourquoi d'ailleurs l'électricité affecte-t-elle la boussole? Comme bien d'autres, déviée confondue. Et tandis que nous célébrons le mariage de Michael et Sarah... Mais pour Faraday, le sujet tourne à l'obsession. Sa fascination trouve son origine dans la foi, car en résolvant le problème, il espère comprendre les secrets de Dieu. Il y avait à Londres un petit groupe presque persécuté, les Sandemaniens. C'était un groupe religieux plutôt qu'une secte, un peu comme les Quakers, et Faraday en était membre. Des gens doux qui pensaient que sous la surface de la réalité, tout avait été créé par Dieu de façon unifiée, et qu'il suffisait d'en soulever un coin pour voir comment tout était relié. Michael Faraday, comme Einstein, pensait en termes d'images. Faraday était différent des autres. Il savait comprendre ses expériences, comprendre ce qui se passait vraiment à l'intérieur. En déplaçant méthodiquement la boussole autour d'un câble électrifié, Faraday remarque un schéma récurrent. À l'époque, on enseignait que les forces voyageaient en ligne droite. Mais Faraday, lui, a imaginé que des lignes de force invisibles circulaient autour du câble électrique. Puis il a imaginé que l'aimant avait des lignes similaires et qu'elles étaient prises dans ce flux, comme un drapeau dans le vent. Mais la véritable trouvaille du jeune chercheur, c'est d'avoir inversé l'expérience. Au lieu de dévier l'aiguille de la boussole avec un câble électrique, il essaye de déplacer le câble avec un aimant statique. Je ne vous ai jamais vu comme ça, Faraday. Vous avez l'air d'un enfant heureux. Oh, Newman, je tremble. Intérieurement, je tremble. Vous voyez, John? Vous voyez ça? Oui. C'est l'expérience du siècle, l'invention du moteur électrique. Prenez des aimants et des câbles beaucoup plus grands. Attachez-y des poids lourds et ils seront entraînés. Mais plus important encore, il invente un nouveau type de physique. Faraday ne s'en rend pas compte, mais il vient également de démontrer un principe fondamental. Les produits chimiques de la pile ont été transformés en électricité dans le câble.
Cette électricité s'est combinée à l'aimant pour produire une force mécanique et générer un mouvement. Derrière toutes ces forces, il y a une énergie commune. Quelques mois plus tôt, Davy avait été élu président de la Société royale, le corps d'élite de la science britannique. Puis il a vu cette découverte majeure publiée dans le Quarterly Journal of Science. Je ne sais pas s'il était envieux, mais il savait sûrement que son ancien assistant, ce simple fils de forgeron, avait fait l'une des plus grandes découvertes de l'ère victorienne. Davy accuse Faraday d'avoir plagié les travaux d'un autre éminent scientifique britannique, William Wollaston. Alors, Faraday, comment Wollaston prend-il la chose? Il m'a écrit. Il m'a assuré qu'il n'était pas offensé. Et il a reconnu que ce que j'ai publié était totalement dû à mon travail. C'est sûr, voyons. Davy fait l'imbécile dans cette affaire. Pensez-vous qu'il va retirer ses accusations? Je crains que non. Il s'oppose avec véhémence à votre élection en tant que membre de la société. Vraiment? Et vous, qu'en dites-vous? Faraday, mon cher garçon, vous avez mon vote. Et le mien. Celui de Wollaston vous est même acquis. Oh, quelle histoire! Oh, peu importe, c'est la science qui compte. Alors, dites-moi, comment votre fil tourne-t-il autour de son aimant? C'est fort mystérieux, ces forces dont vous parlez. Oh, il semble y avoir une interaction électromagnétique, en fait. Pour moi, c'est comme un tourbillon de lignes de force qui viendrait tourner autour du fil électrifié, comme un tissu en spirale. Ces lignes de force invisibles, c'est un peu vague, non? Faraday, puis-je vous voir en privé? Certainement. Cette fois, j'en ai assez de ces bêtises. Vous allez me retirer votre bulletin de vote du tableau. Sir Humphrey, je ne vois aucune raison d'agir ainsi. Mes amis ont proposé mon nom. Ce sont eux qui l'ont affiché, pas moi. Je n'ai pas l'intention de l'enlever. Bonne journée. Faraday est élu à l'institution royale. Davy meurt 5 ans après, victime de ses nombreuses inhalations gazeuses. Plus tard, l'univers des forces invisibles de Faraday aboutira à une nouvelle compréhension de l'énergie. Il vient d'initier ce qu'Einstein appellera la Grande Révolution. C'est dans cet univers passionnant de l'énergie que ce dernier va grandir. Mon père et mon oncle voulaient faire fortune en éclairant toutes les rues d'Allemagne grâce à l'électricité. Dès mon plus jeune âge, j'ai adoré regarder les machines, la façon dont elles fonctionnaient. Il va finir par se tuer. Albert, reste là. Jacob, qu'est-ce que tu fais? Tu veux mettre le feu à l'usine et te tuer par la même occasion? Le jour où mon père m'a donné une boussole, ça a été un choc pour moi. Je me suis mis à trembler, à claquer des dents. Il devait y avoir quelque chose de profondément caché derrière ces objets. Au lycée, ils avaient leurs idées sur ce que je devais savoir, et moi, j'avais les miennes. Où est Einstein? Je ne m'intéressais qu'à la physique, aux maths, à la philosophie et au violon. Tout le reste m'ennuyait. Einstein! Levez-vous! Puisqu'apparemment, la géologie n'a plus de secret pour vous, vous devez savoir ce qu'on trouve comme strates rocheuses ici. Non, et je vous avouerai que ça ne m'intéresse pas le moins du monde, professeur. Oh.
Ses professeurs s'évertuent à lui faire admettre que non seulement l'énergie peut être convertie d'une forme en une autre, comme l'a démontré Faraday, mais encore que toutes les formes d'énergie ont alors été découvertes. Einstein va leur prouver le contraire, en découvrant une nouvelle énergie, cachée là où nul autre scientifique n'a pensé à chercher, au cœur même de la matière. Un siècle avant la naissance d'Albert Einstein, la France est encore une monarchie absolue. Le roi Louis XV règne sur un pays qui croule sous les impôts et les privilèges de l'aristocratie. Mais c'est aussi une période d'effervescence intellectuelle qui dessine un nouvel horizon. Jacques, laissez cette fenêtre ouverte. Oubliez la pluie, il nous faut de l'air. L'époque des Lumières est l'époque où le progrès de l'esprit humain passe par la science, où pour décrire le monde, on a besoin de la classification, de la nomenclature, c'est-à-dire il faut classer, nommer, afin de comprendre les différents éléments et la nature du monde et ses transformations. Antoine Lavoisier a grandi parmi les plus beaux esprits scientifiques de son temps et il voue une passion particulière à la chimie. À 24 ans, il est devenu l'un des fermiers généraux qui, pour le compte du roi, perçoivent les impôts auprès du peuple. Cela ne l'empêche pas d'essayer de parfaire la connaissance du monde naturel, ni de tenter de comprendre comment la matière est constituée. Monsieur Lavoisier, si je ne m'abuse, vous ne consommez que du lait ce soir. Je vous ai vu boire un verre de lait et maintenant vous avalez un bol de lait. Allez-vous terminer la soirée par une assiette de lait ? Votre sens de l'observation révèle un esprit doué de curiosité scientifique, mademoiselle. C'est fort inhabituel. Je vais satisfaire votre curiosité. Apprenez que, depuis ces dernières 5 semaines, je me contente de boire du lait. Bonté divine! Je préférerais mourir que de devoir me contenter de lait pendant 5 semaines. Seriez-vous la proie, dites-moi, d'une affection infantile? Bien au contraire. En fait, j'étudie les effets de la diète sur la santé. Monsieur, avec tout le respect dû à un membre de l'Académie royale des sciences, votre estomac doit se dire qu'on vous a coupé la gorge. Nul doute que le vôtre comte va d'ici peu exiger de l'Académie qu'on élargisse votre gorge. Marianne, comment osez-vous insulter le comte? Auriez-vous oublié ce que le comte vous offre? Son nom, vous allez devenir la comtesse d'Amerval. Et de plus, il vous introduira dans tous les salons. Vous serez celle qu'il faut voir à Paris. Ne serait-il pas dommage, madame, de vous embarrasser de devoirs matrimoniaux avant d'avoir eu l'occasion de satisfaire votre curiosité pour la nature? Et si nous passions au salon? Je trouve qu'il fait une chaleur ici. Comptez-vous épouser d'Amerval? C'est un projet, mais ce n'est pas le mien. Alors je me dois de vous sauver. En 1771, Lavoisier épouse Marianne Pauls, fille d'un des directeurs de la ferme générale. Il a tenu sa promesse de soustraire la jeune fille à la convoitise du comte d'Amerval, de 40 ans son aîné. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Professionnellement, Lavoisier est d'abord fermier général, c'est-à-dire banquier de l'État et collecteur d'impôts. Il est membre de l'Académie des sciences, 2 fois par semaine l'après-midi. Et il est, surtout, chimiste. Madame, qu'arrivera-t-il si j'attrape une barre de cuivre ou de fer et que je la laisse dehors sous la pluie durant des mois, madame Lavoisier? Monsieur Lavoisier. Répondez-moi.
Qu'adviendra-t-il, d'après vous? S'agit-il d'un examen oral précédant un examen approfondi, monsieur? Je recherche la vérité avant tout. Alors vous vous moquez de moi, monsieur. Vous le savez fort bien. Le cuivre va se recouvrir de verre de gris. Quant au fer, il va rouiller. Je crois que le terme est calciné. Très impressionnant, ma charmante femme. Allons plus loin, voulez-vous? Lorsque le métal rouille, devient-il plus lourd ou plus léger? Mais, monsieur, chercheriez-vous à me piéger? Oh. Posez-vous, cher papillon, et laissez-moi observer les choses de près. En fait, n'importe quel sujet en France doué d'un peu de raison sait que lorsqu'un métal rouille, il se désagrège, il s'allège et finit par disparaître. Ah, mais... Ah, pas un geste. Laissez-moi finir les choses. Contenez-vous, monsieur. Il y a plus. Un article récent publié par un brillant jeune chimiste, Antoine Lavoisier, démontre que le fer combiné à l'air devient un métal plus lourd. Fort impressionnant. J'ai l'intention... Non, quelle que soit votre intention, monsieur, j'ai l'intention d'être à vos côtés. Je veux tout connaître de votre science afin de vous suivre en toutes choses. Laissez-moi vous montrer ce que le fer combiné à l'air peut donner. Une union si délicate. Demain, monsieur. Demain. Madame Lavoisier participe à sa façon aux travaux de son mari. Il lui a fait donner des leçons de chimie et des leçons d'anglais pour qu'elle puisse traduire la chimie anglaise. Il lui a fait donner des leçons de dessin par le peintre David pour qu'elle puisse illustrer ses ouvrages, et en particulier le traité élémentaire de chimie dont elle fait les planches. Antoine? Oh, réveillez-vous, Antoine! Pardonnez-moi. Quelle heure est-il? Il est presque l'heure de recevoir Monsieur Marat. L'Académie vous a demandé d'étudier son travail. Il prétend avoir fait une découverte majeure. Oh, Antoine, l'auriez-vous oublié? Oh Seigneur, encore un charlatan avec une idée à colporter. Seigneur, donnez-moi la patience. Dans la société d'Ancien Régime, l'Académie des sciences a pour fonction de dire la science. Tous les scientifiques, comme Marat, proposent à l'Académie leurs travaux, et l'Académie les expertise et les valide éventuellement. Ah, monsieur Marat. Ah, monsieur. J'ai inventé un système qui projette une image de la substance du feu sur un panneau. Vous voyez, quand une lanterne est placée devant une flamme, un motif se met à briller au-dessus de la flamme. Mon système peut rendre la substance du feu visible. Avez-vous recueilli cette substance du feu? Avez-vous réussi à la piéger, à la mesurer? Bien non, mais elle est visible. Je suis désolé, mais là, vous manquez de mesures exactes, de précision, d'observation aboutie. Et sans raisonnement rigoureux, ce ne sont que des conjectures, ce qui est loin de la science. Je ne suis pas un fervent de conjectures, monsieur. Ah non? Non. Excusez-moi, je vous prie, je suis extrêmement occupé aujourd'hui. Mais merci. Merci. Et ce sera tout? Bien le bonjour, monsieur! En 1779, 10 ans avant la Révolution, les travaux de Marat ne sont pas reconnus par l'Académie des sciences. Marat va en concevoir une haine qui, plus tard sous la Révolution, va aboutir à la suppression des académies. Laissez-moi deviner, Marat. Le grand scientifique du roi, ce despote, a décrété que votre invention n'est pas conforme à la version de la vérité établie par l'Académie. Lavoisier. Il ne sait parler que de faits. La vérité l'obsède plus que tout. Écoutez-moi, mon ami.
Elles se ressemblent toutes, ces académies royales. Elles insultent la liberté de penser. Ils s'imaginent être les seuls arbitres de la vérité. Et sont pourris jusqu'à la moelle. Tout comme les autres tentacules du roi. Le peuple, c'est lui qui saura distinguer le vrai du faux. Ne vous inquiétez pas. Dans mon prochain pamphlet, je vais dénoncer votre persécuteur. Pour Lavoisier, la science reine, ce sont les mathématiques. Et son but permanent est que la chimie puisse atteindre le niveau de rigueur des mathématiques. Ce badinage. Vous n'êtes qu'un effronté. Messieurs, par ici. Et le samedi, qu'il appelle son jour de bonheur, c'est le jour où il reçoit ses collègues scientifiques pour partager les expériences. Messieurs, j'ai pour ambition de démontrer que la nature est un système fermé. Que dans toute transformation, même si la quantité de matière ou de masse est importante, rien ne se perd, rien ne se crée. Suivez-moi, je vous prie. Au préalable, je chauffe une quantité d'eau précise, jusqu'à évaporation. La vapeur traverse un canon à fusil incandescent, enfoui dans les braises. À l'autre bout, nous refroidissons la vapeur et premier constat, nous récoltons moins d'eau que nous en avions au départ. Il est clair que nous avons perdu une certaine quantité d'eau. Cependant, nous avons récolté un gaz. Et le poids de notre canon à fusil a augmenté. Or, quand nous combinons ces deux augmentations, le nouveau poids du canon à fusil et du gaz que nous avons récolté, le résultat est exactement égal au poids de l'eau que nous avons perdue. Mais est-ce de l'air atmosphérique, monsieur Lavoisier? Non, parce que je le mesure avec soin jusqu'au dernier grain. Je constate qu'il est plus léger que l'air qui nous entoure. Et de plus, il est inflammable. Voilà. Lavoisier vient de décomposer l'eau. Il a obtenu d'un côté l'oxygène, qu'il appelle air vital et qui est capté par le fer du canon à fusil, et de l'autre l'hydrogène, qu'il appelle air inflammable et qu'il a recueilli dans un gazomètre. Il pèse maintenant le canon de fusil, accru de l'oxyde qui s'y est fixé. Il pèse l'hydrogène et cette masse totale représente exactement la masse de l'eau qui a été consommée. C'est-à-dire que rien ne s'est perdu, la matière s'est simplement transformée. Et il lui reste maintenant pour le prouver à opérer l'expérience inverse, c'est-à-dire à partir de l'hydrogène et de l'oxygène, arriver à recomposer de l'eau. Ce n'est qu'un début. Dans les mois à venir, j'espère démontrer que si je recombine cet air inflammable à l'air vital, retransformant du même coup les deux en eau, je vais recréer exactement la même quantité d'eau que celle perdue lors de ce processus. Et mon espoir est de compléter le cycle de l'eau en gaz, puis en eau. Et sans en perdre une goutte. La grande originalité de Lavoisier est d'avoir recours à une instrumentation de précision, de qualité jamais obtenue auparavant. Lavoisier a l'argent pour financer ses recherches et en l'occurrence, il fait fabriquer des instruments spécialement adaptés à ses besoins par les meilleurs constructeurs d'instruments scientifiques. C'est ainsi qu'il fait fabriquer le gazomètre qui permet non seulement de recueillir le gaz, mais de le peser avec une très grande précision, de l'ordre du grain, c'est-à-dire 50 mg, ce qui pour l'époque est tout à fait exceptionnel. En quelques années, Antoine Lavoisier a fait de son laboratoire parisien un haut lieu de la chimie moderne, au travers de centaines d'expériences qu'il a menées en chauffant, corrodant, mélangeant ou enflammant tous les matériaux possibles.
Grâce aux instruments de haute précision qui lui permettent de mesurer scrupuleusement les liquides, les poudres et les gaz produits au cours de ses expériences, il démontre que lors de ces transformations, aucune masse ne disparaît. Les liquides peuvent bien devenir des gaz, les métaux se corroder, le bois se transformer en cendres. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Et la révolution chimique entamée par Lavoisier trouve son couronnement lorsqu'il parvient à recombiner l'hydrogène et l'oxygène pour former de manière synthétique et pour la première fois de l'eau. Que se passe-t-il? Quand la Révolution éclate en 1789, Lavoisier vient de publier le traité élémentaire de chimie, catéchisme de cette nouvelle science. Favorable à la Révolution, il met à disposition du nouveau pouvoir ses compétences de financier et de chimiste. Il va participer à des travaux collectifs pour l'État, l'essentiel étant la réforme de poids et mesures qui va conduire au système métrique. À l'automne 1793, peu après l'assassinat de Marat, le gouvernement révolutionnaire impose la terreur. Les aristocrates et les riches sont alors directement menacés. Quelques mois plus tard, les fermiers généraux qui avaient collecté l'impôt pour le roi sont mis en état d'arrestation. Tous sont condamnés à mort à l'issue d'un procès rondement mené. Le 8 mai 1794, Antoine Lavoisier est exécuté avec ses 27 collègues fermiers généraux en moins de 35 minutes. Ce qu'a fait Lavoisier est absolument essentiel à la science, en particulier à E égale MC2. Car ce qu'il dit, c'est que si l'on prend un bout de matière, on peut le diviser, le recombiner, lui faire tout ce qu'on veut, mais la matière elle-même ne disparaît pas. Si la foule brûle entièrement Paris, rase la ville, broie les briques et réduit les immeubles en fumée, si vous avez un grand dôme recouvrant Paris et que vous pesez la fumée, les cendres et les débris, vous obtiendrez exactement la masse initiale de la ville et de l'air qui l'entourait. Rien ne se perd. Un siècle plus tard, la nature tout entière a été divisée en deux grands domaines. Il y a l'énergie, les forces qui animent les objets, et la masse, la matière physique dont se composent ces objets. La science du XIXe siècle repose entièrement sur ces deux puissants piliers. Les lois qui gouvernent la première ne s'appliquent pas à l'autre. Mais Albert Einstein, jeune étudiant en physique, ne peut se satisfaire de cette contradiction. Grand Dieu, Einstein, que vous est-il arrivé? Par une bien curieuse ironie du sort, après avoir été chapitré hier par cet imbécile de professeur Pernet pour mon peu d'intérêt, j'ai dû suivre sa leçon pratique qui s'est révélée aussi longue qu'assommante et tout à fait inutile entre nous. Tout ça pour être victime d'une explosion de mon matériel. C'était donc de votre faute. Merci. Comment allez-vous aujourd'hui, mademoiselle Maric? Tout à fait bien, monsieur Einstein. Cela me ravit de voir que vous avez pu sortir du laboratoire sain et sauf. Eh bien, pour ne pas vous alarmer davantage, je prends la ferme décision de ne travailler qu'au Café Bahnhof, de lire les grands maîtres de la physique théorique et de fuir le babillage sans intérêt de polytechnicien. C'est ce que vous avez toujours fait, non? Il fait une chaleur étouffante ici, mademoiselle Maric. Que diriez-vous d'une marche?
il y a une chose dont j'aimerais assez discuter avec vous. Une marche, monsieur Einstein? Pourquoi pas? J'en profiterai pour vous faire un résumé des cours que vous avez manqués. Pour être physicien, il faut d'abord croire que la matière, ou même l'univers, nous sont en partie intelligibles. Et ce principe d'intelligibilité de la matière, c'est ce à quoi croyait Einstein, c'est ce qui le fascinait, et c'est ce qu'il voulait découvrir. Il voulait découvrir les lois qui pilotent l'univers, aussi bien à l'échelle microscopique qu'à l'échelle cosmologique. D'après ses lettres, nous savons qu'à 16 ans déjà, Einstein était littéralement obsédé par la nature de la lumière. Il harcelait tous les gens à qui il parlait, ses amis, ses collègues, et même Mileva Maric, sa petite amie et future épouse, avec cette question « Qu'est-ce que la lumière ?» Dites-moi, que verrais-je si je chevauchais un rayon de lumière? Quoi? Un rayon de lumière? Mais quelle méthode utilisez-vous pour chevaucher un rayon de lumière? Oh, la méthode importe peu. Essayez d'imaginer que nous sommes de jeunes radicaux, sans attache, des expérimentateurs. Et nous voyageons main dans la main jusqu'aux confins de l'univers. Et pour ce faire, nous chevauchons toutes une onde de lumière. J'ai du mal à comprendre ce que vous suggérez, monsieur Einstein. Vous cherchez à me ridiculiser ou à tenir ma main? Vous ridiculisez jamais? Oh! J'aimerais avoir votre opinion là-dessus, en fait. Selon vous, que verrions-nous si nous étions ensemble et que nous allions vite, encore plus vite, jusqu'à rattraper et nous mettre devant ce rayon de lumière? Cette quête incessante de la lumière va entraîner une révolution scientifique. Avec la lumière, Einstein va réinventer l'univers et trouver un chemin secret réunissant l'énergie et la masse. La lumière se propage extraordinairement vite, 300 000 km par seconde. C'est pourquoi les scientifiques utilisent le terme C pour celeritas, la vitesse en latin. La vitesse de la lumière a été mesurée bien avant le 19e siècle, mais personne ne connaît vraiment la nature de la lumière. Or, en Angleterre, un homme que nous avons déjà rencontré a sa petite idée sur la question. Après la mort de Sir Humphrey Davy, Michael Faraday est devenu le professeur Faraday, l'un des plus grands savants du monde. Audacieuse à communiquer à son public. Que peut-on faire de tout ça? Des lignes invisibles peuvent émaner de l'électricité dans un fil, ou d'un aimant, ou même du soleil. Car je suis persuadé d'une chose. Cette lumière elle-même est juste une forme de ce phénomène de lignes oscillantes d'électromagnétisme. Pendant 15 ans, il va tenter de convaincre les sceptiques que la lumière est une onde électromagnétique. Mais ses compétences en mathématiques sont trop limitées pour qu'il parvienne à prouver sa théorie. Jusqu'à ce que quelqu'un lui vienne enfin en aide. Le professeur James Clerk Maxwell croit en cette intuition clairvoyante et il dispose de la connaissance mathématique nécessaire pour la démontrer. Maxwell et le vieux professeur Faraday deviennent amis.
Un conseil amical. Ne vieillissez pas. Michael, comment allez-vous? Oh, je vais bien. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Peut-être aimeriez-vous voir ce que j'ai publié. Oh oui, oui. Splendide. Tous vos travaux montrent que lorsque l'électricité court le long d'un fil, que constatons-nous? Qu'elle crée un peu de magnétisme. Mais cette charge magnétique, en se déplaçant, crée aussi un peu d'électricité. D'électricité, oui. L'électricité et le magnétisme s'entremêlent comme une tresse sans fin et sont continuellement en mouvement. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Michael, il y a quelque chose de crucial dans les calculs. Cette électricité produisant du magnétisme, le magnétisme produisant de l'électricité, tout ça ne peut arriver qu'à une vitesse particulière, en fait. Les équations sont très claires. On tombe sur le même nombre. Cela donne 300 000 km par seconde. Je ne suis pas sûr que c'est... La vitesse de la lumière. C'est la vitesse de la lumière. Et vous aviez raison sur toute la ligne. La lumière est une onde électromagnétique. Maxwell a prouvé la théorie de Faraday. L'électricité et le magnétisme sont deux aspects d'une unité plus vaste. Une force désormais appelée électromagnétisme et qui se propage à 300 000 km par seconde. Dans sa forme visible, ce n'est rien d'autre que la lumière elle-même. Et rien ne fascine plus le jeune Einstein que la lumière. Nous avons cours dans une demi-heure. Oh, voyons voir. Professeur Weber et son ennuyeux monologue? Ou toi? Mozart et James Clerk Maxwell? Non, nous serons sanctionnés. Oh, notre projet est trop précieux pour perdre son temps à écouter ces raseurs. Viens avec moi. Nous lirons Maxwell. Et réfléchirons à la théorie électromagnétique de la lumière. Oh, mon cher petit Johnny. Comme tu sais séduire une femme. Elle est très jolie. Oui, mais saurait-elle s'élever et danser comme le font nos sombres âmes? Les équations de Maxwell contiennent un incroyable postulat. Selon elles, on ne peut pas rattraper un rayon de lumière. Même en voyageant à 300 000 km/s, vous verrez encore la lumière avancer devant vous à 300 000 km/s. Tu vois comme elle fixe la vague? Oui. Tu vois que pour elle, elle est statique? Oui. La vague et elle voyagent à la même vitesse. Pour nous, la vague a un mouvement sur l'eau. Mais relativement à elle, elle reste immobile. La lumière est-elle ainsi? La logique voudrait que si tu rattrapes un rayon de lumière, tu verrais une onde de lumière, disons immobile. Peut-être qu'elle émettrait un peu d'électricité et un peu de magnétisme. Donc, si elle voyageait à côté de cette onde de lumière, celle-ci ne bougerait pas, elle serait statique. Mais Maxwell dit qu'on ne peut pas avoir de lumière statique. Peut-être que Maxwell a tort. Peut-être que si tu rattrapes la lumière, elle est statique comme, tiens, cette vague à côté d'un bateau. Imagine que je veuille m'asseoir en tenant un miroir devant mon visage. La lumière voyage de mon visage au miroir. Et je vois mon visage. D'un autre côté, si moi et le miroir, nous voyageons à la vitesse de la lumière,
Alors tu vas à la même vitesse que la lumière quand elle quitte ton visage. Exactement. La lumière n'atteint jamais le miroir. Donc je deviens invisible. Tout ça n'a aucun sens. Le jeune homme commence à comprendre que la lumière ne ressemble à aucune autre onde. Einstein est sur le point de pénétrer dans un univers surréaliste où l'énergie, la masse et la vitesse de la lumière s'entremêlent de façon totalement insoupçonnée. Mais il reste un élément mathématique dont il va avoir besoin. La simple élévation au carré. Au début du XVIIIe siècle, la science n'est pas encore parvenue à quantifier le mouvement de manière infaillible. Charles! C'est un personnage inattendu qui va apporter la contribution décisive à cette recherche. Une jeune aristocrate de 16 ans, fille d'un des courtisans les plus en vue du roi Soleil, Émilie du Châtelet. Émilie du Châtelet laissera une empreinte durable sur la science physique. Son audace et son ambition lui ont permis de publier, au début du XVIIIe siècle, plusieurs traités scientifiques, chose inconcevable pour les femmes de cette époque. Sa traduction et son commentaire des Principia de Sir Isaac Newton, traité qui révolutionne l'approche scientifique du monde, restera un ouvrage de référence jusqu'à la fin du XXe siècle. Musa, mi, causas, memora. Muse, ma mémoire cause. Oh Muse, les causes et les crimes me sont comptés. Ah, quelle déesse fut provoquée, d'où vient sa haine? Pour quelle offense la reine des dieux fit-elle persécuter un brave et si juste sujet? Allons, n'en veuillez pas à votre sœur, elle pique et persécute tous ceux qui l'approchent. Tenez, la nuit dernière, elle a réduit au silence le duc de Luynes en divisant un nombre ridiculement long de têtes en quelques secondes. Vous auriez dû voir l'incrédulité sur leur visage quand ils ont réalisé qu'Émilie avait vu juste. Voyons un peu, je me pose la question, était-ce son intelligence ou sa beauté infinie qui les a laissés bouche bée? Ah oui, je le reconnais, vous n'avez pas tort, monsieur. Messieurs, vos bontés me vont droit au cœur. Je crains cependant que mon esprit ne soit qu'une curiosité pour les autres. Je préférerais 1000 fois qu'on me permette de m'exprimer. Ma chère Émilie, vous avez le bonheur d'avoir l'intelligence et le courage. Servez-vous-en et vous aurez le monde à vos pieds. Oh. Madame du Châtelet est exceptionnelle. D'abord, c'est une aristocrate qui a une grande conscience d'elle-même et de n'être pas comme les autres et de pouvoir avoir des comportements différents. Et puis aussi, elle décide d'être une grande savante, ce qu'aucune femme avant elle n'avait fait. Elle est un concentré d'excès. À 19 ans, Émilie épouse le général du Châtelet et lui donne 3 enfants. Après avoir abondamment profité des plaisirs de la cour, elle décide de renouer avec les mathématiques de son enfance. C'est à un homme de science de premier plan, Pierre de Maupertuis, que reviendra le redoutable honneur de lui enseigner les mathématiques les plus avancées. La jeune Émilie, qui n'a encore que 23 ans, a une liaison avec le professeur, qui lui a fait découvrir Newton. Elle tombe ensuite éperdument amoureuse de Voltaire, alors au firmament de sa gloire intellectuelle. Acerbe critique des obscurantismes politiques et religieux, Voltaire est régulièrement la cible du pouvoir royal. Il connaît à plusieurs reprises la prison et il est parfois forcé à l'exil. C'est à Londres qu'il découvrira les travaux de Newton et deviendra un de ses fervents avocats. Alors que Voltaire est à nouveau menacé, Émilie l'emmène hors de Paris dans son château de Cirey pour une retraite studieuse et voluptueuse. Sa confiance est trahie par un faux ami. Moi,
monstre! C'était entre eux une union des cœurs et des esprits, puis évidemment des corps, qui ne s'est jamais dissoute. On a là un couple à la fois étonnamment intellectuel et en même temps étonnamment artistique, aimant le théâtre, aimant jouer, aimant jouir de la vie de toutes les façons. Ah, monsieur, vous êtes jeune. J'espère que d'ici peu, vous me jugerez sur mes seuls mérites ou manque de mérite. Mais ne me considérez pas en fonction de ce grand général ou de ce savant renommé. C'est une personne à part entière que vous avez devant vous. Responsable d'elle-même en tout, pour tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait. Émilie du Châtelet a eu ce désir extrême d'attirer à elle les plus grands hommes de science de son temps, mathématiciens, physiciens, et alors elle les suppliait de venir passer quelque temps à Cirey pour profiter de leur savoir pendant 8 ou 10 jours. Je suis une admiratrice de Monsieur Newton. Mais Émilie va vite développer sa propre opinion. Contre l'avis de tous, elle ose même soupçonner une faille dans la théorie du grand Sir Isaac Newton. Ce dernier affirme que l'énergie d'un objet, la force avec laquelle il heurte un autre objet, est tout simplement égale à sa masse multipliée par sa vitesse. Grâce à ses travaux avec un mathématicien suisse, Samuel Koenig, Madame du Châtelet découvre une autre hypothèse, celle de Gottfried Leibniz. Il avance que les objets en mouvement sont dotés d'une sorte d'âme, qu'il appelle vis viva, la force vive en latin. Beaucoup écartent ces idées, mais Leibniz est convaincu que l'énergie d'un objet est égale à sa masse multipliée par sa vitesse au carré. Élever quelque chose au carré est une procédure ancienne. Quand on dit qu'un jardin fait 4 au carré, ça signifie qu'il fait 4 dalles de long sur 4 dalles de large. Donc le nombre total de dalles est égal à 4 x 4, soit 16. Si le jardin fait 8 au carré, 8 sur 8, ça fait 64 dalles. Cette énorme multiplication, cet accroissement en carré se retrouve constamment dans la nature. Émilie, ça n'a aucun sens, voyons. Pourquoi attribuer à un objet une vague et incommensurable force comme la vis viva? C'est un retour en arrière. Un retour aux sciences occultes. Quand un mouvement se produit, vous reconnaissez que cette force a bien lieu et qu'elle n'existait pas avant. Pour avoir un libre arbitre, un corps doit se sentir libre d'initier le mouvement. La question que pose Leibniz est intéressante. D'où vient cette force? Dans votre cas, ma chère, cette force est, j'en suis sûr, primitive. Oh, vous êtes exaspérant. Vous n'êtes que mots d'esprit et sarcasme. Vous croyez comprendre Newton. Vous êtes incapable de comprendre Leibniz. Vous êtes un provocateur. Vous ne savez qu'ironiser sur les autres et vous attirer des ennuis. Critiquer ceci, dénoncer cela. Mais êtes-vous capable de découvrir quelque chose par vous-même? Je vous ai découverte! Bien que l'opinion générale soit en faveur de Newton, Madame du Châtelet ne change pas d'avis. Et finalement, une expérience réalisée par un scientifique hollandais, Willems Grafsand, va lui donner raison. Grafsand à l'aide a laissé tomber des billes de plomb sur un bloc d'argile. Des billes de plomb dans de l'argile? Oh, mais quelle imagination! Prenant les formules de Newton, monsieur Voltaire, il laisse ensuite tomber une seconde bille d'une plus grande hauteur, calculée pour doubler la vitesse de la première bille à l'impact. Alors, messieurs, voulez-vous faire un pari? Newton nous dit qu'il suffit de doubler la vitesse de la bille pour doubler la distance qu'elle traverse dans l'argile. Leibniz, lui, nous demande d'élever cette vitesse au carré. Si ces calculs sont corrects, la bille s'enfoncera non pas 2, mais 4 fois plus dans l'argile. Alors, qui a raison? Messieurs, je sens que Monsieur Newton aura du mal à s'en remettre. Sa réputation chancelle. Oh, maupertuis, n'allez pas succomber devant elle. Pourquoi faudrait-il accepter la découverte d'un Hollandais entiché de billes de plomb? Eh bien, la bille s'enfonce
4 fois plus qu'avant. Il s'avère que c'est Leibniz qui a raison. C'est la meilleure façon d'exprimer l'énergie d'un objet en mouvement. Si vous conduisez une voiture à 30 km/h, il vous faut un certain temps pour vous arrêter si vous freinez. Si vous allez 3 fois plus vite, à 90 km/h, il ne vous faudra pas 3 fois, mais 9 fois plus de temps pour vous arrêter. Oh, eh bien, voilà qui semble digne de considération. Peut-être faudrait-il refaire tous les calculs. Je les ai déjà recalculés, figurez-vous. Je suis sûre que Leibniz a raison sur ce point. J'inclurai une section à ce sujet dans mon livre. Vraiment? Prenez garde, madame. Croyez-vous que l'Académie soit prête à accepter de telles opinions? Certes, certes, nous devons nous montrer prudents. Non. Je ne vois vraiment aucune raison d'attendre. La vérité n'a que faire du moment opportun. Quand Émilie du Châtelet publie en 1740 les institutions de physique, ça fait un grand bruit dans le landerneau scientifique, parce qu'elle a pris le parti de Leibniz, c'est-à-dire sa théorie de la force vive. Et prendre le parti de Leibniz, ça veut dire se poser contre Newton. Or, Voltaire est newtonien, et elle l'a même aidé dans ses travaux sur Newton, et il a l'impression un peu d'une trahison. Je vais avoir un enfant. Vous en êtes sûr? Sans nul doute. 2 à 3 mois. J'ai peur que... Vous avez peur? Enfin, vous auriez dû... Comme cet enfant n'est évidemment pas le mien, ni celui de votre mari. Oh, Émilie, Émilie. Quand Madame du Châtelet a appris qu'elle était enceinte de Saint-Lambert, elle n'a plus qu'une obsession, c'est de terminer, avant son accouchement, la traduction des Principia de Newton et de son commentaire très très scientifique, et elle était saisie du pressentiment qu'elle allait mourir. Et elle a pris la peine, le matin de l'accouchement, d'envoyer le manuscrit à la bibliothèque du roi pour qu'il y soit conservé. Et puis elle mourait, quelques jours plus tard. Après sa mort, il faudra attendre un siècle pour que la conviction d'Émilie du Châtelet, selon laquelle l'énergie d'un objet est fonction du carré de sa vitesse, soit acceptée. Juste à temps pour permettre à Einstein d'utiliser cette géniale découverte pour enfin réunir l'énergie et la masse avec la lumière. Sans doute à cause de son indépendance d'esprit, Einstein n'a pas pu obtenir de poste universitaire à la fin de ses études. Pour subvenir aux besoins de son couple, il accepte un travail d'expert de 3e classe plutôt mal payé à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle de Berne. Il est chargé d'examiner la pertinence des nouvelles inventions que proposent les ingénieurs. Assez vite, il se spécialise dans l'examen des brevets électromagnétiques. Il avait lu les livres de Maxwell, il a une grande compréhension de la thermodynamique et d'électromagnétisme, et il est vraiment un expert sur ces questions. Einstein. Ah, la tête encore prise ailleurs, comme d'habitude. Écoutez, Einstein. Albert. Vous faites preuve de qualité certaine, mais... Écoutez, concernant votre promotion, il serait, je crois, préférable d'attendre que vous soyez totalement familiarisé avec l'ingénierie mécanique. Désolé. Peut-être une autre fois. Je voulais engager une bonne cette année, reprendre et finir mes études. Comment veux-tu que je passe ma thèse maintenant? Oh, du calme, mon petit canard. Tout finira par s'arranger, tu verras.
Ne dis pas n'importe quoi, Albert. Il va me falloir attendre encore 1 an avant que tu sois promu, c'est long. Oh, viens, mon tout petit. Ne pleure pas, cher trésor. C'est tout, calme-toi. Tout va s'arranger. Tout va s'arranger, tu verras. Il y a chez Einstein quelque chose de charmant mais d'un peu égocentrique. Il ne s'intéresse qu'à ses propres obsessions. Si le reste du monde s'en arrange, tant mieux, sinon, peu importe. Parmi les questions qu'Einstein étudie au bureau des brevets, il en est une qui lui paraît tout particulièrement intéressante. L'Allemagne s'était unifiée, les gens commençaient à prendre le train, et il fallait que, à l'intérieur d'un État, les heures soient les mêmes en tout point. Il fallait donc qu'un voyageur qui part d'une certaine gare pour arriver à une autre gare n'ait pas à régler sa montre quand il arrive à son point d'arrivée. Les solutions proposées alors s'appuient sur l'électromagnétisme. Mais pour Einstein, cette théorie paraît insatisfaisante. C'est une équation ridicule. Il arrive, il va nous en parler. Oui. Albert, une belle nuque et votre tête se dévisse. Bessot, il faut bien observer et comprendre le mystérieux. Ce genre de mystère vous vaudra des ennuis un jour prochain. Ce qui est réellement mystérieux, c'est la recette pour avoir un mariage durable et heureux. Vos calculs sont justes, bien que peu conventionnels, mais cela ne marche que pour de grands systèmes. Tout s'effondre quand vous l'appliquez au petit système. C'est archi faux. Oh non, c'est reparti. Une autre grande théorie par le professeur Einstein, l'expert en brevet de 3e classe. Et que se passerait-il si on appliquait ces formules à la radiation électromagnétique? Albert, vous ne pouvez pas emprunter un bout de physique et l'appliquer sans expérience préalable dans un domaine totalement différent. Pourquoi pas? Albert, je sais, vous aimez les grands liens, les belles théories, mais ne serait-il pas préférable de redescendre un peu sur Terre? Enfin, vous pourriez trouver, je ne sais pas, tenez, un poste universitaire, un salaire décent, grand Dieu. Mileva reprendrait ses études, cela lui ferait du bien, et vous également. Oh, la lutte vulgaire pour la survie, nourriture et sexe, vous parlez comme un vrai bourgeois. Bessot, je veux savoir comment Dieu a créé ce monde. Je ne suis pas intéressé par tel ou tel phénomène, le spectre de tel ou tel élément. Je veux connaître ses pensées. Le reste n'est que détail. Je crains que les pensées divines ne soient pas très nourrissantes, Bertie. Michel Bessot, à l'époque l'un des meilleurs amis d'Einstein, est une des rares personnes qui partagent son questionnement sur le fonctionnement de notre univers. Vous voyez cette horloge là-bas? Oui. Alors qu'Einstein et Bessot débattent une fois de plus de la difficile question de la synchronisation des horloges, Einstein a une intuition phénoménale. Merci. Merci à vous. Je viens enfin de comprendre comment résoudre le problème. Albert! Quand vous synchronisez 2 horloges, c'est-à-dire vous mettez leurs aiguilles à la même position et vous les éloignez l'une de l'autre, donc il y en a une qui est en mouvement par rapport à l'autre, eh bien les temps qu'elles indiquent vont se désynchroniser. C'est-à-dire qu'il va y avoir un phénomène de dilatation des durées. Donc le mouvement des horloges va ralentir leur battement par rapport à un observateur qui est resté immobile. À l'instant même où Einstein a eu cette idée géniale que le temps pouvait ralentir, la porte s'est ouverte. Avant ça, les gens pensaient que le temps était une sorte de montre au poignet de Dieu,
qu'elle trottait à un rythme constant à n'importe quel endroit de l'univers. Einstein a dit non. Le tic-tac de cette montre est en fait le clic-clac de l'électricité qui se transforme en magnétisme, qui se transforme en électricité, et ainsi de suite. En d'autres termes, c'est le rythme régulier de la lumière elle-même. « 1905 est une année miraculeuse pour Einstein et la physique. Il fait preuve d'une créativité débordante. D'abord, il publie un article sur la nature de la lumière qui lui vaudra le prix Nobel. 2 mois plus tard, il explique comment calculer la véritable taille de l'atome. Le 3e article, tout juste un mois après, décrit le mouvement des molécules quand on les chauffe et clôt enfin le débat sur l'existence de l'atome. Le 4e article est publié à la fin de ce premier semestre. Einstein y établit sa théorie de la lumière, du temps et de l'espace. La théorie de la relativité restreinte. Elle a changé notre façon de voir le monde. Dans le nouveau monde d'Einstein, ce ne sont plus ni le temps ni l'espace qui sont absolus et universels. C'est désormais la vitesse de la lumière, qui est identique pour tous les observateurs où qu'ils se trouvent dans l'univers. Mais l'année de tous les miracles n'est pas finie. Au printemps 1905, Einstein formalise une nouvelle inspiration. Après avoir révolutionné les concepts d'espace et de temps, il donne une impulsion encore plus extraordinaire à sa théorie, en proposant une vision radicalement novatrice des concepts d'énergie et de masse. Au lieu de les maintenir séparés, comme chez Newton, il relie la masse et l'énergie par la vitesse de la lumière. Je crois avoir trouvé la connexion entre l'énergie et la masse. Si j'ai raison, alors l'énergie et la masse ne sont pas absolues, ne sont pas distinctes. Et elles peuvent être transformées l'une en l'autre. L'énergie peut devenir masse et la masse peut devenir énergie. Mais il est faux de croire que l'énergie est égale à la masse. L'énergie, écoute bien ceci, est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré. Si tu veux, je peux revérifier tes calculs. Einstein montre que de la matière peut se transformer en énergie, que de l'énergie peut se transformer en masse. Et puis surtout, ce que dit Einstein, c'est que quand le corps est immobile, l'inertie c'est la masse. Mais dès qu'il est mis en mouvement, son énergie augmente, et donc son inertie augmente. Et donc ça veut dire que plus un corps va vite, plus il est difficile de le faire aller encore plus vite. Et donc on aboutit à une vitesse limite. Einstein réalise que la vitesse de la lumière est une sorte de limite cosmique. Rien ne peut aller plus vite. Imaginons un train fonçant à toute allure et disons qu'il atteint la vitesse de la lumière. Même si on lui fournit de plus en plus d'énergie pour aller encore plus vite, il se heurtera toujours à la vitesse de la lumière. Mais alors, où va toute cette énergie? Elle va forcément quelque part. Et chose incroyable, c'est dans la masse de l'objet qu'elle va. Ainsi, pour nous, le train devient plus lourd. L'énergie se transforme en masse. Le miracle se poursuit. En septembre 1905, Einstein publie un 5e article. En 3 pages, il pose simplement que l'énergie et la masse sont reliées par le carré de la vitesse de la lumière. E égale mc2. Grâce à ces 4 symboles, ce jeune physicien qui n'a pas encore son doctorat refonde totalement la vision du monde, point d'orgue de son voyage dans la lumière. Depuis des milliers d'années, on croyait qu'il y avait d'un côté un univers d'objets et de matière, et de l'autre un univers totalement distinct de mouvements, de force et d'énergie. Mais Einstein dit non, ils ne sont pas distincts. L'énergie peut se transformer en masse, et surtout la masse peut aussi se transformer en énergie.
Il existe une profonde unité entre énergie, matière et lumière. E égale mc2. Cette équation démontre que chaque élément de matière de notre univers a emmagasiné une quantité fantastique d'énergie. La vitesse de la lumière, par exemple, est d'environ 300 millions de mètres par seconde. Si on la multiplie par elle-même, on obtient 90 quadrillions. En d'autres termes, qu'est-ce que la matière? D'une certaine façon, ce n'est rien d'autre que la condensation de vastes quantités d'énergie. Donc, si on pouvait parvenir à libérer toute l'énergie emmagasinée dans mon stylo, elle jaillirait avec une force comparable à celle d'une bombe atomique. Mais la publication des 5 articles ne suscite aucune réaction. L'année la plus exceptionnelle pour la science s'achève dans le silence le plus total. Est-ce que les dieux se moquent de moi? Et puis, tout doucement, cela démarre. Une lettre, puis une autre, puis encore une autre. Einstein répond à chacun, minutieusement, essayant d'expliquer ses idées complexes à une communauté scientifique perplexe. Max Planck, qui est le responsable de la revue Annalen der Physik, qui publie tous les articles d'Einstein pendant cette année-là, est le premier à reconnaître l'importance du résultat d'Einstein, l'importance de la théorie de la relativité. Et cette formule, cette théorie, va diffuser dans les années qui vont suivre. Le fan club d'Einstein ne comptait qu'un seul membre. Heureusement, c'était justement le plus célèbre de tous les physiciens vivants. Einstein. Max Planck a envoyé quelqu'un pour vous. Max Planck? Oui, il a envoyé son assistant. Il est ici pour vous voir. Grâce à la caution de Max Planck, la communauté scientifique prend enfin Einstein au sérieux. Il peut quitter le bureau de la propriété intellectuelle de Berne pour rejoindre l'université de Zurich en tant que professeur de physique. Dès lors, sa carrière connaît une progression fulgurante. D'abord, professeur à Prague, il est nommé professeur de physique à Berlin. Il acquiert une réputation et une célébrité internationale. Désormais, il est le père incontesté de la physique moderne. Einstein reçoit le prix Nobel en 1921 pour ses travaux sur la lumière, et non pour sa théorie de la relativité. Mais au succès d'Einstein correspond la crise de son couple. Il divorce de Mileva pour épouser sa cousine Elsa. Dès cet instant, E égale mc2 et les théories d'Einstein vont constituer une rampe d'accès à un monde physique totalement nouveau. Einstein n'imaginait nullement que ces théories allaient modeler l'histoire aussi rapidement. Mais comment les hommes auraient-ils pu rester indifférents à la promesse de tant d'énergie accumulée au sein de la matière ? À 28 ans, Lise Meitner, à peine son doctorat S-physique obtenu, quitte son Autriche natale pour Berlin. Elle espère pouvoir rejoindre l'avant-garde de la recherche sur la radioactivité.
Et en 1907, elle devient l'assistante de Max Planck, qui lui offre de travailler avec Otto Hahn. Mademoiselle Meitner? Oui. Otto Hahn, chercheur à l'Institut de chimie. Le professeur Planck a suggéré que je... Professeur Hahn, j'ai lu vos 2 articles sur le thorium et le mésothorium, et le professeur Planck a suggéré Oui, il a suggéré que je vienne vous voir. Il me faut un collaborateur en qui je crois que je pourrais être utile en physique analytique. Et en mathématiques. Oh, oui, et en mathématiques. Vous savez, l'étude des atomes devient de plus en plus une collaboration entre chimistes et physiciens de nos jours. Oui, c'est certain. Je demanderai à Fischer en laboratoire, qu'en dites-vous? Oh, excellent. À bientôt dans ce cas. Lise Meitner vient d'embarquer pour un voyage qui va infléchir radicalement l'histoire du monde. Un voyage commencé avec la découverte de la radioactivité par Henri Becquerel et Pierre et Marie Curie à la fin du 19e siècle, et qui a connu une impulsion majeure lorsque Einstein tenta d'élucider le mouvement des particules dans un milieu liquide. Et c'est les calculs qu'il va faire à propos du mouvement brownien qui vont aboutir à une loi théorique qui est celle de la diffusion des particules au sein des liquides. Et ça va convaincre les physiciens de l'existence de l'atome. Meitner et Hahn entament une collaboration qui durera des années pour pénétrer les secrets de l'atome. Mais Lise souffre du traitement que l'université réserve aux femmes. Vous ne vous êtes pas mis le feu à la tête? Comment? Et d'après le directeur, si l'accès de l'Institut de chimie est ouvert aux femmes, elles se mettront le feu à la tête. Oh. Sa barbe est inifugée, je suppose. Bonjour, professeur Hahn. Bonjour. Vous voyez, je suis inexistante pour eux. Une chance que les physiciens reconnaissent un peu mes capacités. Ah oui, que deviendraient les chimistes sans la main si sûre du physicien? Il a fallu des années à Lise pour vaincre sa timidité. En 1912, Hahn et elle ont rejoint le tout nouvel institut de chimie Kaiser Wilhelm, où ils étaient réellement traités en égaux. Lise est ainsi devenue la première femme d'Allemagne à avoir le titre de professeur. À l'époque, on connaissait encore mal l'atome. On a d'abord cru que c'était une sorte de système solaire miniature, avec un noyau solide au centre et des électrons gravitant autour, comme les planètes autour du Soleil. Plus tard, des chercheurs ont suggéré que le noyau lui-même n'était pas un élément solide, mais un ensemble de particules distinctes, des protons et des neutrons. Mais dans ce qu'on appelle les métaux radioactifs, comme le radium ou l'uranium, le noyau lui-même semblait instable. Il perdait de l'énergie et des particules. Peut-être était-ce un exemple de E égale mc2, la masse d'un noyau se transformant en énergie. Ce qui est extraordinaire, c'est la vitesse à laquelle s'est développée la physique nucléaire dans ces années-là. En 1932, on découvre le neutron, on comprend que le noyau, c'est donc un ensemble de protons et de neutrons qui sont couplés par une nouvelle force qu'on appelle la force nucléaire. Cet édifice est très solidaire, très difficile à casser, qui contient potentiellement beaucoup d'énergie, et on va se rendre compte que les réactions nucléaires sont possibles. On peut donc transmuter des éléments, on envoie des neutrons sur de la matière, ça fait de nouveaux éléments. Ça, c'est Fermi qui découvre ça. Joliot Curie à Paris découvre avec sa femme la radioactivité artificielle. Et à partir de ce moment-là, l'histoire va s'accélérer. Meitner et Hahn sont engagés dans une course vers le cœur de la matière, c'est-à-dire vers le noyau. Voilà un atome plutôt familier. Un noyau au centre, des électrons qui gravitent autour. C'est le noyau qui nous intéresse. Le noyau est composé de protons et de neutrons. Actuellement, le plus grand noyau que nous connaissions, c'est celui de l'atome d'uranium. Son noyau est une structure condensée de 238 protons et neutrons. Le but de nos travaux est d'essayer de bombarder des neutrons
dans cette énorme structure. Et si un neutron arrive à pénétrer à l'intérieur et y rester, nous aurons fait une percée majeure. Meitner est sur le point de faire une découverte majeure. Mais l'Allemagne des années 30 est un endroit dangereux, même pour une scientifique de renommée internationale. La Juive met en danger notre institut. Quand les nazis sont arrivés au pouvoir, ils ont presque aussitôt chassé les chercheurs juifs des universités. Einstein était très célèbre, et c'est pour ça qu'il a été l'un des premiers à partir. On l'a expulsé d'Allemagne en 1933. Lise n'a pas été renvoyée tout de suite. Elle a pu rester parce qu'elle était autrichienne. Mais en mars 1938, l'Autriche a été annexée à l'Allemagne. Et sa situation est alors devenue intenable. Qu'y a-t-il? D'inquiétantes nouvelles. Que s'est-il passé? Kurt Hess dit partout qu'on doit se débarrasser de moi. Oui, je le savais. J'ai entendu ça. Je voulais en parler au trésorier de l'Institut avant de vous en informer. Je le vois demain. Rentrez chez vous. Il est tard. Nous finirons. Pour Meitner, la pression devient insupportable. Réputée pour être en désaccord avec les nazis, Anne fait de son mieux pour la protéger. Je dois vous parler de Lise. Anne, désolé, j'ai trop à faire. Nous devons la protéger. Oh. Comment? Et que peut-on faire? La situation actuelle est ce qu'elle est, et qui sait ce qui va se passer? Elle doit s'en aller. Tout ça est intenable. Mais elle n'a aucun visa, ni même de passeport. D'ici peu, elle ne pourra même plus sortir d'Allemagne. On ne peut pas abriter le juif. Si elle reste, le régime nous mettra tous dehors. Lise. Orlagne demande votre démission. Vous ne pouvez pas la jeter dehors. Orlagne dit qu'elle est devenue persona non grata dans ces murs. Je dois rédiger mon rapport sur le thorium et ses radiations demain. Il faut que je vienne. Vous avez baissé les bras. Lorsqu'il devient évident que Meitner va être renvoyé, et probablement arrêté, des physiciens lui écrivent de toute l'Europe pour l'inviter à des conférences, lui procurant ainsi un prétexte pour quitter l'Allemagne. Mais les nazis refusent de la laisser partir. En juillet 1938, un collègue hollandais vient à Berlin et repart en l'emmenant clandestinement avec lui. Malgré le danger, elle réussit à passer. Elle avait tout perdu. Sa maison, son poste, ses livres, son salaire, sa retraite et même sa langue natale. On l'avait coupée de ses travaux alors même qu'elle était la meilleure dans son domaine, sur le point de faire une découverte scientifique majeure. Mais en dépit de toutes les privations, Lise ne pense qu'à la physique. Et miraculeusement, Anne et elle parviennent à collaborer par courrier.
Mon cher Otto, j'espère qu'après ces 30 années de travail en commun et d'amitié à l'Institut, vous serez au moins en mesure de m'informer autant que possible de tout ce qui se passe là-bas. Une vieille amie de l'université a invité Lise à passer Noël sur la côte ouest de la Suède. Son neveu, Otto Robert Frisch, lui aussi physicien, est venu la rejoindre là-bas. Bonjour. Bonjour. Ma tante? Ma tante? Ma tante? Lise, comment vas-tu, ma tante? Joyeux Noël, ma tante. J'ai besoin de ton aide. Tu viens, nous sortons. Et moi qui avais espéré que tu m'aiderais. À Berlin, Anne obtient des résultats étranges. Le bombardement du noyau d'uranium par des neutrons ne permet pas d'en augmenter la taille. En revanche, les analyses auxquelles il procède semblent montrer que ces expériences sont contaminées par du radium, un atome plus petit. Il met Meitner au courant de ces surprenants résultats. Elle suspecte que quelque chose de très différent se produit. Anne et Strassmann obtiennent d'étranges résultats avec l'uranium. Vraiment? Il y a quelques mois, Anne m'a dit qu'il trouvait du radium parmi l'uranium. Nous cherchons un élément beaucoup plus gros et... nous trouvons un élément tout petit. J'ai pressé Anne de vérifier de nouveau. Ça ne peut pas être du radium. Et voilà qu'il m'écrit pour me dire que ce n'est pas du radium, mais du barium. Mais c'est encore plus petit. Exactement. Anne est sûre que c'est encore une erreur, mais j'avoue que je ne sais plus. Serait-il possible que du barium ait été produit? Anne a encore besoin de toi pour l'interprétation. Ce sont mes recherches aussi, tu sais. Exactement. Que faire? Je ne peux pas y être, alors... Viens, marchons. C'est sûrement une erreur de sa part. Il n'a pas fait ce que tu lui as demandé. Mon cher Robert, il n'est peut-être pas un brillant théoricien, mais c'est un trop bon chimiste pour s'être trompé. Imaginez une grosse goutte d'eau. Elle est instable, sur le point de se diviser. Or, un gros noyau comme l'uranium se comporte de la même façon. Pendant 4 ans, Meitner, Hahn et tous les autres physiciens ont cru que si on bombardait ce noyau de neutrons, il ne ferait que grossir et s'alourdir. Mais Meitner et Frisch, en se promenant dans la neige, ont soudain compris que ce noyau pouvait devenir si gros qu'il se diviserait en deux. Si le noyau a du mal à rester soudé parce qu'il est trop gros, serait-il possible que la poussée infime d'un neutron... Oui, mais si le noyau se divisait, les deux moitiés se séparaient avec une énorme quantité d'énergie. D'où pourrait-elle venir? Combien d'énergie? Nous avons calculé que la répulsion mutuelle des deux noyaux générerait environ 200 millions d'électrovolts. Mais il faut bien que quelque chose fournisse cette énergie. Attends, laisse-moi calculer l'énergie de liaison. Les deux noyaux sont plus légers que le noyau d'uranium initial d'environ 1/5 de protons en masse. Quoi? Alors de la masse a été perdue? C'est le E égale mc2 d'Einstein. Si on multiplie la masse perdue par la vitesse de la lumière au carré, on obtient tes 200 millions d'électronvolts. Il a divisé l'atome.
Non, non, non. Tu as divisé l'atome. C'était une découverte extraordinaire. Bien sûr, au laboratoire, on manipule de petites quantités d'uranium et donc de petites quantités d'énergie. Mais l'important, c'est que la quantité d'énergie libérée était relativement importante et qu'elle venait de la masse même de l'uranium. L'énergie libérée correspondait entièrement à l'équation d'Einstein, E égale mc2. Meitner et Frisch publient dans la revue Nature un article très remarqué sur ce qu'ils appellent la fission nucléaire. En 1944, le prix Nobel de chimie est attribué à Otto Hahn pour son rôle dans la découverte de la fission nucléaire. Dans son discours, il mentionne le rôle clé joué par sa collègue, sans parvenir à dissiper la gêne que lui seul ait été récompensé. Heureusement, en 1966, Lise Meitner, Otto Hahn et Strassmann se verront attribuer conjointement le prix Fermi pour cette découverte capitale. Lise Meitner travaillait là-dessus depuis 30 ans. Elle n'avait divisé qu'une poignée d'atomes, mais ça suffisait. Dès la première fission, le génie est sorti de la bouteille. On découvre que quand il y a fission de l'uranium-235, il y a émission de neutrons qui eux-mêmes peuvent répéter l'opération, c'est-à-dire faire fissionner de nouveaux atomes qui eux-mêmes vont libérer des neutrons, etc. Et là, on comprend que cette réaction en chaîne peut éventuellement conduire à la fabrication d'armes nucléaires ou atomiques. En 1939, plus aucun doute n'est possible quant au caractère belliqueux du gouvernement allemand. Et Einstein alerte le président Roosevelt sur le danger de voir l'Allemagne nazie se doter d'une arme atomique. En 1941, les États-Unis lancent dans le plus grand secret un colossal projet de recherche nucléaire militaire, le projet Manhattan. On a invité Meitner à rejoindre le projet Manhattan, mais elle a refusé. Elle ne voulait rien avoir à faire avec la bombe atomique. Mais Robert Frisch, lui, a joué un rôle important dans l'équipe, car il était convaincu de la nécessité de battre les nazis dans la course aux armes nucléaires. Les bombes lâchées sur Hiroshima et Nagasaki ont révélé la terrible puissance de destruction cachée dans la matière. En libérant les gigantesques quantités d'énergie contenues dans quelques grammes de plutonium et d'uranium sous forme de radiation électromagnétique, on avait semé une telle désolation que le Japon capitula sur le champ. Einstein est l'initiateur de la bombe, non pas parce qu'il a inventé E égale mc2, qui n'est pas une formule qui en elle-même conduit à la bombe, mais parce qu'il a écrit une lettre. Dans cette lettre, il ne dit pas au président Roosevelt « vous devez faire la bombe ». Il dit « les Allemands sont en train sans doute de la faire ». Et il a regretté cette lettre toute sa vie, puisque les Allemands étaient très très loin du compte à la fin de la guerre. Si la quête des physiciens qui, à la suite d'Einstein, ont exploré la matière, a apporté une arme de destruction massive, E égale mc2 a parallèlement permis de pénétrer les mystères de la création de notre univers. Aujourd'hui, le travail commencé par Einstein se poursuit. Depuis sa naissance, la célèbre équation a été utilisée pour aller fouiller les profondeurs de notre temps et pour répondre à la question des questions. Quelle est notre origine ? Dans les accélérateurs de particules, on parvient aujourd'hui à imprimer des vitesses absolument faramineuses, proches de la vitesse de la lumière, à des particules microscopiques et à provoquer leur collision. Ces expériences recréent les conditions du Big Bang. L'idée de Big Bang repose sur la relativité restreinte, le E égale mc2, puisqu'on s'est aperçu dans les années 1930, grâce au développement de la physique nucléaire, que les étoiles libèrent de l'énergie en leur centre en convertissant une partie de leur masse, essentiellement de l'hydrogène, en énergie.
Big Bang nous raconte l'histoire de l'univers comme un gigantesque refroidissement et une dilatation de l'espace. Et au cours de cette dilatation et de ce refroidissement, sont générées progressivement toutes les structures, depuis les plus petites, c'est-à-dire les premières particules élémentaires, jusqu'au, après, un peu plus tard, les premières étoiles, les premières galaxies, etc. Notre Soleil est une énorme fournaise flottant dans l'espace, mue par E égale mc2. Mais on sait aujourd'hui qu'à chaque seconde, le Soleil perd 4 millions de tonnes de masse solide. Elles ressortent sous forme d'énergie. Assez d'énergie pour illuminer tout notre système solaire et le faire rayonner de chaleur et de lumière. Et non seulement les étoiles émettent de l'énergie en accord avec E égale mc2, mais l'ensemble du processus crée aussi la vie elle-même. Un jour, une gigantesque étoile meurt. Les débris flottent dans l'espace, s'amassent ensemble, sont attirés dans l'orbite d'une autre étoile et forment une planète. La Terre sur laquelle nous vivons, et nous, les humains, sommes faits de poussière d'étoiles. Nous sommes un produit direct de E égale mc2. Einstein lui-même le savait bien. Le chemin de la découverte est souvent douloureux, parfois joyeux. C'est un chemin qui remonte aussi loin que la curiosité humaine. Et il est sans fin.